tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un update lecture. Je vais tout de suite vous présenter 6 livres qui font partie de mes dernières lectures et à la fin de cette vidéo je vous présenterai quelque chose de nouveau, quelque chose de poilu qui a récemment changé ma vie ainsi que la vie de mon doigt qui est actuellement en train de se noyer dans son sang. Mais ça ce sera pour la fin de la vidéo. En attendant, je vais tout de suite vous présenter le programme de cette update lecture. Je vous parlerai d'abord de Transféré, puis je vous donnerai mon avis sur quelques pas de plus. Il sera ensuite temps de vous parler du tome 2 de la série Elements. Je vous dirai également ce que j'ai pensé de Sapphire Blue. Je vous parlerai de Illuminae. Et enfin, je terminerai cette update lecture avec le tome 4 de la Ronde des Saisons, Scandale au printemps. Le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Transféré, qui est écrit par Kate Blair et qui m'a été envoyé par la maison d'édition Michel Lafon. Il s'agit de leur nouvelle dystopie et puis ça tombait plutôt bien parce qu'au moment où j'ai lu ce livre, j'avais très envie de lire une dystopie. Ça a donc été chose faite et dans cet univers, on découvre que les riches réussissent à se débarrasser de leurs maladies, qu'elles soient les plus bénignes, qu'elles soient les plus graves, en les transférant, d'où le titre du livre, grâce à un protocole médical aux criminels. Talia, l'héroïne de cette histoire, a un père qui participe aux élections pour être le Premier ministre de l'Angleterre et c'est un fervent partisan des transferts. Talia a donc vécu toute son enfance sans trop se poser de questions et sans remettre ce protocole en cause. Alors l'aspect politique dans la littérature, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a trop branché, mais je dois dire que ça a été plutôt bien exploité par l'auteur dans ce récit. Du coup ça m'a quand même pas mal intéressée, d'autant plus que j'ai lu ce livre à l'approche de nos élections présidentielles. Donc j'ai trouvé une espèce de petit rappel assez sympathique et intéressant. Et pour vous dire à quel point c'est bien exploité par l'auteur, c'est qu'à chaque chapitre, on a une espèce de compte à rebours qui nous rapproche des élections qui se passent dans cette histoire. Et voilà, l'auteur nous amène de meeting en meeting, d'interview en interview. J'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'atmosphère assez frénétique et j'ai vraiment trouvé ça pas mal. Talia, c'est une héroïne attachante. J'ai trouvé qu'elle avait un caractère assez déterminé. Elle m'a souvent bluffée de par ses prises de position dans cette histoire. J'ai vraiment pas été déçue par son personnage. En revanche, j'ai vraiment eu du mal à accrocher à tous les autres protagonistes qu'on nous a présentés dans ce récit. Par ailleurs, j'ai trouvé pas mal de défauts dans cette histoire, à savoir surtout les problèmes de rythme assez récurrents. Et alors au secours, le pire c'est qu'il y a vraiment de très gros clichés, à savoir que les personnes riches et influentes sont blanches de peau et à savoir que les criminels sont quasiment tous des noirs. Voilà, c'est au secours, mais on est en 2017, comment est-ce qu'on peut créer encore des choses pareilles? Personnellement, ça m'a vraiment choquée, ça m'a même énervée. Tous les pauvres, tous les criminels étaient soit métis, soit noirs. Super. Alors oui, le récit pousse à la réflexion parce que l'auteur dénonce des injustices qui sont réelles. Au-delà de ça, entre les clichés, les problèmes de rythme récurrents et une fin qui m'a semblé un petit peu bâclée, j'ai vraiment été que moyennement convaincue par cette histoire à laquelle j'ai mis la note de 2,5 sur 5. Je passe ensuite à un livre qui m'a beaucoup plus satisfaite. Il s'agit de Quelques pas de plus, écrit par Agnès Marot, qui m'a été envoyé par la maison d'édition Scrinéo dans le cadre du club des lecteurs de cette année 2017. Alors je vous dis que ce livre m'a beaucoup plus satisfaite tout simplement parce que je lui ai mis la note de 5 sur 5. J'avais d'ailleurs très envie de découvrir un livre écrit par Agnès Marot. Je possède déjà IRL dans ma palle, mais manque d'occasion, manque d'opportunité, manque de tout ce que vous voulez, je n'ai toujours pas réussi à me caser cette lecture. C'est donc avec Quelques pas de plus que j'ai pu découvrir l'écriture de l'auteur. Laura est à demi handicapée suite à une mauvaise chute, elle s'est blessée à la cheville. Malheureusement, il n'existe aucune solution d'ordre médical, elle doit donc vivre avec une paire de béquilles et surtout apprendre à vivre avec sa souffrance. Heureusement, elle peut compter sur le soutien indéfectible de Kay, sa grande sœur, qui est là tout le temps constamment pour lui remonter le moral et pour essayer de faciliter au maximum son quotidien. Mais du jour au lendemain, Kay semble à son tour souffrir d'une espèce de mal mystérieux qui se traduit essentiellement par des sautes d'humeur. Sora va tenter de chercher la solution à ce mal étrange dans leurs origines Navarro, d'autant que leur mère, avant de mourir, leur a parlé d'une chanson qui aurait le pouvoir de guérison. Les deux grands thèmes de cette histoire, à savoir la culture Navarro et le handicap, m'ont énormément intéressée. J'étais pas sûre au début du récit de voir le rapport entre les deux, mais en réalité, plus on avance dans l'histoire, plus on se rend compte que ces deux thèmes sont vraiment intrinsèquement liés.
Le personnage de Sora m'a énormément marqué et au-delà même de m'avoir marqué, elle m'a bouleversée. Par-dessus tout, j'ai surtout apprécié la relation fusionnelle qu'elle entretient avec sa grande sœur. Personnellement, je suis fille unique, donc voilà, je n'ai ni frère ni sœur, personne avec qui avoir une relation comme ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est une relation qui, même si elle est fraternelle, elle est quand même assez rare dans le sens où elle a été forgée dans la douleur et c'est ce qui la rend si pure et si forte. Un autre aspect de l'histoire qui m'a énormément plu, c'est la narration qui est originale, elle est en deux temps. Non seulement on suit dans le présent Sora et Kay qui font leur espèce de road trip pour essayer de retrouver la piste de la chanson qui aurait le pouvoir de guérison, mais également on revient régulièrement dans le passé, quelques mois avant leur départ, quelques semaines même, pour mieux expliquer ce qui leur a fait leur dire il faut qu'on parte. Le récit est bourré d'action, il est extrêmement dynamique, il est empreint d'une tension qui est vraiment omniprésente, il y a même certaines scènes assez violentes qui m'ont assez étonnée. Donc en résumé, j'ai été absolument subjuguée par cette histoire que j'ai vraiment eu du mal à lâcher tellement je l'ai trouvée addictive. Elle est également atypique et j'ai d'ailleurs été particulièrement touchée en arrivant à la page des remerciements que je lis une fois sur trois, mais là allez savoir pourquoi j'avais envie de lire cette page de remerciements et j'ai pu apprendre que Agnès Marot a elle aussi souffert d'un handicap et qu'elle a du coup mis un petit peu d'elle dans cette histoire. Ça m'a d'autant plus touchée et j'ai trouvé que ce livre avait encore plus de valeur grâce à ça. Un autre livre tout aussi excellent mais d'un registre complètement différent, c'est The Fire qui est le tome 2 de la série Elements écrit par Brittany Cherry qui m'a été envoyé par les éditions Hugo Roman. Alors que vous dire de ce livre si ce n'est que là aussi je lui ai mis un 5 sur 5, il a frôlé le coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur, le tout premier coup de cœur de l'année pour The Air It Breathes qui est le premier tome de cette série écrit par cet auteur. Donc autant vous dire que je me suis mis énormément de pression avant de commencer cette histoire, j'avais peur qu'il ne soit pas à la hauteur, j'avais peur d'être déçue, mais je me suis vraiment inquiétée pour rien parce que j'ai été pleinement satisfaite par cette nouvelle histoire. Alyssa et Logan ne semblent rien avoir en commun, il se drogue à l'image de ses parents, il est infréquentable, tout semble les opposer si ce n'est que leur famille ne semble guère leur prêter de l'attention et c'est leur solitude mutuelle qui va les rapprocher et qui va faire d'eux des amis. Au-delà d'amitié, un beau jour ils vont commencer à s'interroger, ne seraient-ils pas des âmes sœurs ? Le charme a donc opéré une nouvelle fois. Brittany Cherry est une magicienne des mots qui m'a emportée une fois de plus dans son histoire avec un tourbillon de sentiments. Elle s'attache surtout au personnage de Logan plus qu'au personnage d'Alyssa et au-delà des mauvaises fréquentations, au-delà de la drogue, au-delà des mauvais traitements, elle va nous permettre de percer la carapace de Logan et de découvrir un gamin qui souffre et qui est en pleine détresse. J'ai parfois détesté Logan, je lui ai parfois reproché ses décisions à la con, mais à d'autres moments je l'ai tellement aimé, il m'a tellement bouleversée. C'est un garçon atypique, c'est un gamin qui est un véritable paradoxe ambulant. L'auteur aborde des sujets difficiles avec la drogue dans cette histoire, mais ce que j'ai apprécié c'est qu'elle ne semble pas porter de jugement, elle émet juste certaines constatations avec son personnage de Logan. Et elle va nous apprendre tout simplement et nous faire comprendre que dans la vie tout n'est jamais noir, tout n'est jamais blanc. Alors bien sûr qu'on est dans une romance, bien sûr que l'histoire d'amour avec Alyssa représente la majeure partie du récit, mais il n'y a pas que ça. L'auteur développe énormément tout ce qui est relations fraternelles, ça m'a énormément plu, je me suis retrouvée happée par cette histoire et recrachée à la fin, complètement dévastée, complètement dans tous mes états. Voilà, j'ai tout adoré de A à Z, il n'y a rien à jeter, c'est un récit formidable, c'est une série géniale et je n'ai qu'une hâte, c'est que le tome 3 puisse sortir au mois de juin, que je puisse me précipiter et continuer cette saga, découvrir de nouveaux personnages qui sauront également me faire vivre encore de belles émotions. Ah, j'ai mal à mon doigt. Mon pansement est en train de se noyer dans mon sang. Tout va bien. Oh, la paupiette! Je passe maintenant à un livre qui m'a moins convaincue que les deux précédents. Il s'agit de Sapphire Blue qui est le tome 2 de la trilogie. Trilogie, oui, j'ai inventé un nouveau mot aujourd'hui. Il s'agit de trilogie.
tourner une vidéo quand il y a une paupiette qui fait la folle à côté. Je me suis ensuite plongée dans Sapphire Blue qui est le tome 2 de la trilogie Red Ruby écrit par Kirsten Gier et qui m'a hélas moins convaincue que les deux livres précédents dont je viens de vous parler puisque je lui ai mis la note de 2,5 sur 5 et pour rappel le premier tome que j'ai lu au mois de janvier de cette année je lui ai mis la note de 4 sur 5. Ce qui m'avait beaucoup plu dans le premier tome, c'est qu'on était dans une histoire fantastique de voyage dans le temps avec le personnage de Gwyneth, alors il me semble qu'elle s'appelle Gwen dans la version française, qui possède le gène des voyageurs dans le temps. Cette suite, voilà, je me suis vraiment ennuyée dans le sens où on n'apprend pas grand chose de plus et c'est toujours aussi lent. Alors on a l'introduction d'un nouveau personnage qui s'appelle Xemerius qui est un démon fantôme qui m'a fait mourir de rire. Heureusement qu'il est là pour dynamiser un petit peu cette histoire. Je me posais beaucoup de questions après avoir lu le premier tome. J'espérais avoir quelques éléments de réponse dans cette suite et en fait pas du tout. L'auteur nous fait nous poser encore davantage de questions. Son récit s'obscurcit, les mystères augmentent et s'entremêlent. Et voilà, je suis guère plus avancée et je sens que l'auteur va tout nous balancer à la fin de son tome 3 et débrouille-toi avec ça. Donc non, moi j'apprécie pas trop ce genre d'histoire où tout nous est indiqué à la fin parce que là on a une trilogie qui me semble un petit peu bancale dans le sens où on a un tome 1 qui posait les bases, qui était super intéressant, assez drôle et sympathique comme tout, et un tome 2 qui au contraire est mou du genou, où l'intrigue n'avance pas et où on a une succession de scènes sans grand intérêt malheureusement. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai mis la note de 2,5 sur 5 à ce livre. Je me suis ensuite lancée à l'assaut de cette énorme brique de 607 pages qui est sortie aux éditions Casterman. Il s'agit de Illuminae qui est écrit par un duo d'auteurs, Jay Christophe et Amy Kaufman. Ce livre, vous me l'aviez choisi pour intégrer ma pile à lire printanière et c'est le livre qui me tentait le plus et c'est également le livre qui a remporté le plus de suffrages. Il s'agit d'un récit de science-fiction qui se passe dans l'espace, dans lequel on découvre deux personnages, Cady et Ezra, dont la planète sur laquelle ils vivent va être attaquée par une société qui s'appelle Betech. Avec leurs vaisseaux spatiaux, ils ne se contentent pas de tout saccager, ils vont également décimer la population et Ezra et Cady vont prendre la fuite dans les vaisseaux qui sont venus à leur secours. Simplement ils vont être très rapidement séparés puisque l'un des deux va embarquer à bord de l'Alexander tandis que l'autre va embarquer à bord de l'Hypatia. L'Alexander et l'Hypatia vont être rapidement prises en chasse par le vaisseau récent de Betech et ça va être une étrange course-poursuite spatiale qui va s'engager et d'autant plus étrange que l'intelligence artificielle qui règne en maître à bord de l'Alexander va commencer à agir de façon vraiment très étrange et inquiétante. Alors, ce qu'il est important de dire par rapport à ce livre, si vous ne le saviez pas, c'est que ça raconte une histoire mais pas sous la forme narrative classique d'une histoire, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce livre, on a une série d'échanges de mails, on a une série d'échanges de comptes rendus et plein de supports vraiment très différents les uns des autres. Donc c'est extrêmement dynamique, voilà, on a même des séries de codes comme ça qui représentent des dessins. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre comme mise en page? Voilà par exemple, donc vous comprenez mieux je pense en voyant ceci que les 600 et quelques pages se dévorent à toute vitesse. Vraiment le format absolument inédit de ce livre qui m'a énormément plu, ça m'a fait vivre une expérience de lecture complètement inédite que j'ai absolument adorée. Le format m'a beaucoup plu mais je suis persuadée que si elle avait été rédigée sous format classique elle m'aurait moins plu que là dans ce cas-là. Justement l'histoire, parlons-en, j'ai eu un petit peu peur au début du livre quand je me suis rendu compte que la romance était hyper présente. C'est surtout et avant tout une espèce de course-poursuite hyper haletante dans l'espace. J'ai vraiment été happée par cet aspect-là de l'histoire, d'autant plus que le ton du récit est absolument incroyable. Il est froid, il est lapidaire, il est très factuel, donc c'est assez étrange de lire ce livre. Alors la deuxième partie de l'histoire, celle qui met surtout en scène Aidan qui est l'intelligence artificielle de l'Alexander, je suis vraiment fan, je valide. À partir de la deuxième partie de l'histoire part totalement en sucette et part totalement
Je vous confirme que c'est vraiment totalement. Des actions qui s'enchaînent, des rebondissements à l'appel, des scènes hyper violentes et hyper gore. Toute une série de passages hyper prenants, tandis que d'autres passages poussent vraiment plus particulièrement à la réflexion. Donc en résumé, voilà, j'ai mis la note de 4 sur 5 parce que je ressors totalement convaincue par cette histoire. C'est pas un 5 sur 5 tout simplement parce que le tout début avec le côté romance un petit peu fleur bleue m'a laissé, comme j'ai pu vous le dire, un peu dubitative, mais passer les premières pages c'était extraordinaire et je me languis déjà d'avoir le tome 2 sous la main. Le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Scandale au printemps, qui est le 4e tome de La Ronde des Saisons, une série de romances historiques écrits par Lisa Kleypas. Alors vous le savez, je pense, j'apprécie particulièrement cette série de romances historiques et à chaque fois je me freine pour ne pas avancer trop vite étant donné que chacun des tomes de cette série se passe à une saison d'année différente. Voilà, le printemps était tout simplement le moment le plus opportun pour moi pour lire ce tome-ci qui met en scène le personnage de Daisy, qui est la dernière des laissées pour compte à pouvoir se trouver un mari, puisque dans les précédents tomes on a pu découvrir Annabelle, Liliane et Evangeline, qui étaient 3 jeunes femmes bonnes à marier mais également laissées pour compte dans le sens où elles ne parvenaient pas à se trouver un mari aristocrate. C'est leurs échecs successifs qui ont rapproché entre elles les jeunes femmes. La dernière à devoir se marier, c'est Daisy. D'ailleurs son père commence à s'impatienter puisqu'il lui a posé un ultimatum: si elle ne parvient pas à se trouver un mari dans les semaines à venir, il lui imposera un mariage arrangé avec son associé Matthew Swift. J'ai quand même apprécié cette romance, mais pas autant que les autres puisque j'ai mis à ce livre la note de 3 sur 5. Au niveau de son caractère, Daisy est très tête en l'air, elle est un petit peu dans sa bulle, dans son monde, elle est très rêveuse, donc en ça on se rapproche un petit peu toutes les deux. Elle aussi c'est une grande lectrice, mais au-delà de ça, elle m'a paru assez fade dans ce récit. Un petit peu le même sentiment que j'ai eu à l'égard de Matthew Swift, c'est-à-dire que les 3 précédentes figures masculines, à savoir Hunt, à savoir Westcliff et à savoir Saint-Vincent, m'avaient énormément marqué pour des raisons différentes parce qu'ils n'ont vraiment rien en commun tous les 3. Là avec Matthew, on a à nouveau une 4e figure masculine qui se différencie des autres. Alors il a un physique avantageux, il est loyal, il est fidèle, il est gentil, mais il manque chez lui un petit je ne sais quoi, certainement une bonne dose de charisme pour le faire apprécier davantage. Alors dit comme ça, avec un couple qui ne m'a pas fait forte impression, on pourrait croire que je me suis ennuyée dans cette histoire, que j'ai pas trop aimé le récit, mais c'était sans compter sur la plume incroyablement sautillante et enjouée de Lisa Kleypas. Lisa Kleypas m'a fait assister à un véritable ballet de moments attendrissants, drôles et croustillants qui m'ont fait quand même passer un super moment de lecture. D'ailleurs on retrouve tous les autres couples phares de sa série, chose que j'ai vraiment beaucoup appréciée parce qu'ils étaient un petit peu en retrait dans le tome précédent. Donc, je dois dire que je comptais pas forcément lire le 5e tome de la série qui est beaucoup plus court que les autres et qui est pour moi un pur produit marketing dans le sens où il fait intervenir un personnage qui n'a rien à voir avec les personnages principaux, mais je vais peut-être me laisser tenter quand même parce que j'étais tellement heureuse de retrouver la plume de cet auteur avec ce 4e tome que j'ai presque envie de retrouver l'univers une dernière fois pour bien clôturer la saga avec voilà, quelques pages supplémentaires sous forme de petits clins d'œil où on va retrouver les uns et les autres. Donc bon, je verrai. Ma copine Béa m'a dit qu'elle me prêterait le 5e tome. Si elle me le prête, je le lirai, sinon tant pis. Cette update lecture est maintenant terminée, j'ai fini de vous présenter mes 6 dernières lectures et je vais tout de suite vous présenter la petite nouvelle si elle veut bien venir avec moi. Elle est tellement petite. Donc je vous présente, roulement de tambour. Oh, elle veut pas venir avec moi. Oui, tu veux pas venir, hein, t'as peur. Bah oui, on se connaît pas encore bien. Donc je vous présente la petite Wendy Darling qui est arrivée cet après-midi, donc il y a quelques heures de ça à peine, par transporteur puisqu'elle vient d'un élevage en Charente. Elle est tout juste sevrée, elle a 2 mois et 1 semaine je crois, donc elle est vraiment toute jeune. Voilà, je ne vais pas la traumatiser davantage, vous aurez l'occasion de la voir, sa petite bouille, dans d'autres vidéos, mais j'avais très envie de vous la montrer. Donc c'est Wendy Darling comme Wendy dans Peter Pan, mais je l'appellerai Wendy tout court parce que c'est quand même plus rapide.
Elle est mignonne comme tout, elle est déjà très curieuse et très dévergondée et non, ce n'est pas elle qui m'a fait ça au doigt, c'est tout simplement que Simba a senti son odeur. Je pense que la cohabitation va être plus compliquée que prévu. Mais bon, en tout cas, voilà, une nouvelle petite boule de poil qui rejoint la famille et qui est déjà en train de marcher sur mes livres, tout va bien. Voilà madame, voilà. Donc elle, en tout cas, je me fais pas de soucis pour elle. Je pense qu'elle aura aucun mal à se faire à son nouvel environnement. Non mais elle est tellement curieuse, mais c'est un truc de fou. Oh ma petite puce. Ouh là 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 là, madame. Et oui, donc sa particularité, c'est qu'elle a une fourrure satin. Alors j'ai bien dit satin et pas sapin. Quand j'ai dit ça au téléphone à ma mère, elle a entendu sapin, elle m'a dit mais sapin c'est un petit peu rugueux quand même. Non, non, c'est satin avec un T comme Toto. Et du coup, mais qu'est-ce que tu fais? Et du coup, elle est... Ah, elle est encore plus douce que la normale. Mais Wendy! Bon, on a une nouvelle cascadeuse dans la famille. Voilà, j'espère que cette petite rencontre vous aura plu, elle sera suivie, je n'en doute pas, de bien d'autres. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!